S'il existait un concours désignant la pire ville, Singapour l'emporterait haut la main. Et non, nous ne parlons pas ici de la célèbre mégalopole asiatique, mais d'une petite ville du Michigan, aux États-Unis, baptisée Singapour, qui s'est retrouvée ensevelie des suites d'une erreur aussi simple que fatale. Ce malheureux hameau fut fondé en 1837 par O'Shea Wilder, un homme animé par le rêve de bâtir une cité. Il réalisa ce projet, sans se douter une seule seconde de la manière dont tout finirait. La ville connut des débuts économiques difficiles, mais trouva bientôt sa voie dans l'exploitation forestière. À son apogée, elle comptait environ 300 âmes. En 1842, la ville fut confrontée à un hiver d'une rigueur extrême. Ses habitants, privés de vivres et de toute ressource, étaient voués à la famine. Contre toute attente, un navire récemment échoué près des côtes fut découvert. Il regorgeait de denrées de toutes sortes. Singapour possédait également l'un des meilleurs phares de la région, mais sa gloire fut de courte durée. Quelques années plus tard, il s'effondra pour ne jamais être reconstruit. La population justifia cette négligence en affirmant qu'un tel édifice était inutile, quoique la région fût très fréquentée par les navires. Quelques années plus tard, la situation se détériora rapidement. Un gigantesque incendie ravagea une grande partie du Midwest, réduisant les villes voisines en cendres, tandis que Singapour fut miraculeusement épargnée. Alors que les autres forêts avaient disparu, la sienne restait intacte, prête à être exploitée. On s'attela donc à l'abattage intensif, notamment du pin blanc, ce qui relança temporairement l'économie locale. Toutefois, comme chacun le sait, une déforestation massive est rarement sans conséquences. Et nul n'aurait pu anticiper ce qui allait suivre, à moins d'être experts en dunes. La situation géographique de Singapour était singulière. À l'est, s'étendait une plage pittoresque bordant le lac Michigan. Au nord s'écoulait une rivière paisible, tandis que tout le reste du paysage n'était que forêt dense. Mais l'élément le plus crucial résidait dans la forêt côtière, implantée au sommet de dunes de sable. En principe, les arbres ne poussent pas sur un sol sablonneux, mais ce lieu semblait faire exception. Ces dunes différèrent de celles du Sahara ou d'autres étendues désertiques. Elles n'apparaissent que sur les rivages océaniques ou, plus rarement comme ici, sur la côte du lac Michigan. Certaines d'entre elles sont vieilles, de plus de 4000 ans, et peuvent atteindre les 60 mètres de hauteur. Leur formation obéit à un mécanisme assez simple. La rivière se jetant dans le lac y déverse d'immenses quantités de sable. Il est ensuite dispersé le long de la plage par les vagues. Lorsqu'il s'assèche, le vent l'emporte sur une courte distance, avant qu'il ne soit retenu par diverses formes de végétation. C'est ainsi que se forme une dune. Ce phénomène a fait l'objet d'études approfondies de la part des chercheurs, qui s'accordent à dire que la végétation y joue un rôle fondamental. Elle stabilise les dunes en freinant l'érosion éolienne, et ses racines maintiennent la cohésion du sable. Par ailleurs, elles retiennent l'humidité, et quiconque a déjà façonné un château de sable sait que le sable humide conserve sa forme. Si seulement les habitants de Singapour avaient su cela avant de s'engager dans la déforestation. Le développement des plantes s'effectue par étapes successives. La première est celle des espèces pionnières. Quelques plantes amorcent la formation des dunes, mais finissent par dépérir, fournissant ainsi matière organique à la génération suivante, appelée broussailles. À ce stade, de petits arbres et des lianes fragiles mais essentielles apparaissent. Si toutes les conditions sont réunies, ce qui reste exceptionnel dans les terrains sablonneux, une forêt finit par émerger. Ce stade végétatif est si rare dans de tels environnements qu'on ne l'observe aux États-Unis que sur la côte atlantique et aux abords du lac Michigan. Les forêts comme celle de Singapour sont uniques, car elles sont principalement composées de pin blanc, une essence parmi les plus prisées pour le bois de construction. Or, voici un détail crucial. Ces pins constituaient l'unique rempart maintenant les dunes en place. Lorsque les habitants décidèrent d'abattre tous les arbres implantés sur ces dunes, ils prirent une décision aux conséquences désastreuses. Il fallut peu de temps pour que le sable s'assèche. Dès lors, le vent le projeta directement vers la ville. En proie à la panique, les Singapouriens parvinrent tant bien que mal à charger leurs maisons sur des radeaux faits de rondins, descendirent la rivière et les réinstallèrent dans la ville voisine de Saugatuck. Certaines de ces habitations servent encore aujourd'hui. Certains, trop attachés à leur maison ou dans l'incapacité de transporter une demeure imposante, restèrent sur place. Une famille logeait dans une bâtisse de 3 étages que le vent recouvrait lentement de sable. Ils se réfugièrent à l'étage supérieur au fur et à mesure que les niveaux inférieurs devenaient impraticables. Mais une fois le dernier étage atteint,
il ne leur restait plus d'issue. Au lieu du Père Noël, ce fut un amas de sable qui descendit par la cheminée. Ce fut l'ultime signal. Ils quittèrent définitivement Singapour. Et en 1894, la ville fut officiellement déclarée ville fantôme. Ce phénomène est loin d'être isolé et de nombreuses habitations se retrouvent parfois ensevelies. Les propriétaires investissent des sommes colossales pour dégager leurs maisons, particulièrement aux abords du lac Michigan. Quelques cas sont également recensés en Afrique, où les dunes du Sahara suffiraient à recouvrir tout le continent européen. Peut-être vous interrogez-vous sur ce qu'il reste aujourd'hui de Singapour. Il ne s'agit désormais que d'un vaste monticule de sable, marqué d'un panneau signalant qu'une ville entière repose en dessous. Ce sable a préservé près de 37 habitations. Un jour, peut-être, des archéologues mettront au jour cette ville enfouie et lui rendront sa gloire passée. Toutefois, d'anciens résidents ont affirmé que cela n'en vaudrait pas la peine. Bien que de nombreux projets immobiliers aient été envisagés, les historiens, attachés à la valeur patrimoniale du site, s'opposent à toute construction. Quoi qu'il advienne, espérons qu'on s'abstiendra d'abattre de nouveaux arbres. Nous pouvons tous convenir que ce qui s'est produit à Singapour fut dramatique pour ses habitants. Hélas, ce n'est pas un cas isolé aux États-Unis. Cette fois, toutefois, ni les arbres ni les dunes n'étaient responsables. Ce phénomène, connu sous le nom de Dust Bowl, a frappé une vaste région, touchant simultanément plusieurs États, le Kansas, le Colorado, l'Oklahoma, le Texas et le Nouveau-Mexique. Les premiers explorateurs à poser les yeux sur ces terres ne furent de guère impressionnés. Ils les jugèrent trop arides pour l'agriculture. Ils baptisèrent même cette région le Grand Désert américain, en raison de l'absence quasi totale d'eau et d'arbres. Pourtant, certains y virent un défi à relever et résolurent de s'y installer. Ils misaient sur une pluie hypothétique qui viendrait abreuver la terre comme par miracle. Cela se passait au début du XXe siècle, à une époque où de nombreuses machines agricoles modernes voyèrent le jour. Hélas, durant les 30 années qui suivirent, les sols furent exploités sans relâche, au point de devenir encore plus secs. La pluie tant espérée ne tomba jamais. Au contraire, une sévère sécheresse s'installa durant une décennie entière, aggravant encore la situation. Plus de 4000 km² furent engloutis dans un gigantesque nuage de poussière. Chaque année, la sécheresse empirait et la couche arable se désagrégeait en fines particules que le vent dispersait, ensevelissant routes et maisons. La poussière alla jusqu'à recouvrir Washington. Mais tout n'était pas perdu. Une volonté de restaurer les terres vit le jour. Le Civilian Conservation Corps lança une vaste campagne de reboisement, plantant environ 200 millions d'arbres depuis le Texas jusqu'au Canada pour stabiliser les sols. De leur côté, les agriculteurs adoptèrent des méthodes plus durables, comme la rotation des cultures, pour mieux retenir l'humidité. Les autorités, quant à elles, commencèrent à subventionner les cultivateurs afin de les inciter à réhabiliter les terres abîmées. Ces efforts finirent par porter leurs fruits. Vers les années 1930, la quantité de poussière transportée par le vent avait diminué d'environ 65%. Cependant, avec 75% de la couche arable déjà emportée, il fallut encore 8 à 10 années de travail acharné pour que la région parvienne enfin à se rétablir complètement.